Ils ont célébré mon anniversaire, en m'internant dans un. L'odeur du café torréfié se mêlait à l'arôme des croissants que Pierre avait rapportés de la boulangerie du coin. C'était mon 73e anniversaire, et pour la première fois en décennies, toute la famille était réunie dans ma petite maison du Vieux-Lyon. J'aurais dû être heureuse, mais quelque chose dans l'air pesait différemment. « Maman, assieds-toi ici », dit Claire, ma fille aînée, tirant une chaise de la table de la cuisine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ses mains tremblaient légèrement en allumant les bougies du gâteau. Un Saint-Honoré simple, rien comme les élaborés que j'avais l'habitude de faire pour eux quand ils étaient petits. Pierre, mon fils cadet, évitait mon regard tout en organisant quelques papiers sur le comptoir. À 45 ans, il avait hérité du sérieux de son père, mais aujourd'hui il semblait porter un poids supplémentaire sur les épaules. Ses enfants, Emma et Louis, jouaient dans le jardin, leur rire résonnant par les fenêtres ouvertes, un contraste cruel avec le silence tendu des adultes. « Où est Sophie ?» demandai-je, remarquant l'absence de ma belle-fille. « Elle a dû travailler aujourd'hui », mentit Pierre, ces mots sonnant creux dans la cuisine qui avait accueilli tant de célébrations authentiques. Ils chantèrent « Joyeux anniversaire », avec des voix désaccordées par la culpabilité. Chaque note semblait forcée, chaque sourire un effort conscient. Je connaissais trop bien mes enfants pour ne pas remarquer que quelque chose n'allait pas. 40 et quelques années d'être mère ne passent pas inaperçues. Arrêtons-nous un moment ici, ma chère. Si vous écoutez cette histoire, c'est peut-être parce que vous connaissez aussi cette sensation. Quand quelque chose qui devrait être de la joie porte un poids inexplicable. Peut-être avez-vous vous-même vécu des moments où vous avez senti qu'on vous poussait vers des décisions que vous n'aviez pas demandé à prendre. C'est une histoire vraie, sur une femme réelle, qui a découvert la force là où elle pensait qu'il n'y avait que l'abandon. Si elle touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous reconnaissez quelque chose de vous-même dans ce voyage, je vous prie de toucher le « like » là en bas. Pas seulement pour la vidéo, mais pour nous toutes qui avons un jour eu besoin de trouver le courage de recommencer. Et si vous voulez suivre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de femmes qui se sont réinventées quand tout le monde pensait qu'il était trop tard, abonnez-vous à notre chaîne. Ici, vous n'êtes pas seul. Ici, vos expériences ont de la valeur. Maintenant, continuons l'histoire de Marguerite, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Continuons. C'est alors que je vis la valise. Petite, en cuir marron, la même que j'avais utilisée lors de ma lune de miel avec Robert il y a presque 50 ans. Elle était là, à côté de la porte du salon, partiellement cachée derrière le manteau de Pierre, mais impossible à ignorer. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, ma voix plus faible que je ne l'avais voulu. Claire échangea un regard rapide avec Pierre. Ils avaient répété ce moment. « Maman », commença Claire, tirant une chaise pour s'asseoir à côté de moi. Sa voix avait ce ton condescendant qu'elle utilisait avec ses propres enfants. « Nous avons parlé, et, eh bien, tu vis seule depuis si longtemps. »« Depuis que papa est mort, » ajouta Pierre, me regardant enfin. « Cela fait déjà 3 ans, maman. Et tu as oublié certaines choses. » Oublier certaines choses. Comme si ma vie pouvait être résumée aux petits oublis que tout âgé a. Comme si j'étais une enfant qu'il fallait rappeler de se brosser les dents. Nous avons trouvé un très bon endroit, continua Claire, sa main se posant sur la mienne avec une gentillesse calculée. Les jardins de l'espoir, à Villeurbanne. C'est moderne, il y a des infirmières 24 heures sur 24, des activités. Les mots se mélangèrent dans ma tête. Les jardins de l'espoir. Jardin de l'espoir. Quelle ironie cruelle de donner des noms si poétiques aux endroits où l'on laisse les vieux mourir. Vous avez déjà tout décidé, murmurai-je, ce n'était pas une question. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les rires des enfants dans le jardin ne pouvaient le combler. C'est temporaire, dit Pierre rapidement, mais ces mots sonnaient comme des mensonges mal racontés. Seulement jusqu'à ce que tu t'adaptes mieux, que tu te sentes plus en sécurité. En sécurité. Ce mot résonna dans mon esprit tandis que j'observais mes enfants, ces adultes que j'avais élevés, nourris, consolés pendant les cauchemars, applaudis lors des représentations scolaires, soutenus dans les moments difficiles. Ils parlaient de sécurité, mais ce que je voyais sur leur visage était un soulagement anticipé. Le soulagement de ne plus avoir à s'inquiéter pour moi, de ne plus recevoir d'appels à propos de factures oubliées ou de casseroles laissées sur le feu. « La voiture est déjà là », annonça Claire, regardant par la fenêtre. Un taxi attendait dans la rue, moteur allumé, comme une ambulance silencieuse. Je me levai lentement, pas à cause de l'âge, mais du poids de la compréhension. Ce n'était pas un anniversaire.
C'était une exécution déguisée en célébration. Le gâteau, les bougies, les sourires, tout avait été une mise en scène pour adoucir ce qui se passait vraiment. Puis-je au moins prendre quelques affaires ? Demandai-je, ma dignité luttant pour rester intacte. Nous avons déjà séparé l'essentiel, dit Pierre, prenant la valise. Des vêtements, des médicaments, quelques photos. Le reste, eh bien, tu n'auras pas besoin de grand-chose là-bas. Je n'aurais pas besoin. Comme si toute ma vie pouvait être réduite à une petite valise. Comme si cette décennie de souvenirs, d'objets chéris et de petits trésors personnels n'étaient que des choses inutiles. Je marchai jusqu'à la fenêtre et vis Emma et Louis jouer à cache-cache entre les arbres du jardin. Ils ne savaient pas que c'était la dernière fois qu'ils voyaient la maison de grand-mère. Pour eux, je disparaîtrais simplement, comme papa avait disparu 3 ans auparavant. « Allons-y, maman, » dit Claire, son impatience commençant à transparaître. « Nous ne voulons pas être en retard. » Je pris mon manteau, ce cardigan bleu marine que Robert m'avait donné pour notre dernier anniversaire de mariage, et marchai vers la porte. Chaque pas résonnait sur le parquet que j'avais ciré tant de fois, passant devant les meubles qui racontaient l'histoire de notre famille. Sur le seuil de la porte, je me retournai une dernière fois. La table avait encore des miettes du gâteau, les bougies éteintes laissaient une traînée de cire fondue. C'est ainsi que ma vie dans cette maison se terminait, avec les restes d'une fausse célébration et l'odeur de rêves brûlés. « Merci pour le gâteau, » dis-je, ma voix chargée d'une ironie que moi seul comprenais complètement. Le taxi était tiède et sentait le désinfectant. Tandis que nous nous éloignions de la rue Saint-Jean, où j'avais construit une vie, élevé une famille et enterré un mari, je sentis que ce n'était pas seulement ma maison qui restait derrière. C'était mon identité de mère, de maîtresse de maison, de femme indépendante. À partir de maintenant, je ne serai qu'une résidente de plus, un numéro de plus dans une chambre partagée, une histoire triste de plus que les infirmières raconteraient pendant les pauses. Mais ils ne savaient pas qu'à 73 ans, j'avais encore quelques surprises en réserve. Et qu'une femme qui a survécu à une guerre, élevé 2 enfants et enterré l'amour de sa vie ne se laisserait pas effacer si facilement. Le taxi continua dans les rues de Lyon, passant par les mêmes endroits où j'avais marché comme jeune épouse, comme mère fière, comme veuve solitaire. Maintenant, j'étais seulement une passagère transportée vers ce qui devait être ma dernière destination. Mais peut-être, juste peut-être, ce n'était pas vraiment un adieu. Peut-être était-ce un nouveau commencement. La chambre 247 sentait le désinfectant et la solitude. 2 lits séparés par un rideau fin, 2 petites armoires, une fenêtre qui donnait sur le parking. Ma nouvelle réalité tenait dans 12 mètres carrés et une vue sur des voitures qui arrivaient et repartaient, métaphore parfaite pour un endroit où les gens venaient pour ne plus sortir. « Tu dois être Marguerite », dit une voix rauque de l'autre côté du rideau. Ma compagne de chambre, Simone, était alitée depuis 3 jours, selon les infirmières. 82 ans, des enfants qui habitent très loin pour venir visiter. Ces mots portaient le cynisme de quelqu'un qui avait déjà compris les règles de cet endroit. Ici, tous arrivaient avec une histoire d'abandon déguisée en soins. 73, répondis-je, déballant ma vie résumée dans une valise. Des enfants qui habitent à 20 minutes en voiture. Simone rit, un son âpre qui résonna sur les murs blancs. Au moins tu es honnête. La dernière qui partageait cette chambre avec moi insistait que la famille était en train d'organiser les choses pour la reprendre. Elle est morte en attendant. Les premières nuits furent les pires. Pas à cause du lit étrange ou des bruits du couloir, infirmières marchant, autres résidents toussant, le bip constant des équipements médicaux. Le pire était le silence de mon téléphone. Pendant 40 ans, j'avais été le centre de communication de la famille. Claire m'appelait pour se confier sur les problèmes au travail. Pierre venait déjeuner tous les dimanches, amenant les enfants pour que je fasse mes fameux crêpes. J'étais la mémoire vivante de la famille, la gardienne des recettes traditionnelles, la conteuse d'histoires sur le grand-père qu'il n'avait jamais vraiment connu. Maintenant, 3 jours après mon arrivée, le téléphone restait muet. Il s'adapte, me disais-je, regardant par la fenêtre en observant des familles rendre visite à d'autres résidents. Des enfants apportant des fleurs, des petits-enfants courant dans les couloirs. Ils ont besoin de temps pour assimiler le changement. Mais Simone, avec sa franchise brutale, avait planté une graine de doute qui grandissait à chaque heure de silence. Ce fut le 4e jour que je rencontrai Henri. Il était dans la salle d'activité, assis seul près de la fenêtre, montant un puzzle de 1000 pièces, un paysage de Provence qui semblait impossible à compléter.
Ses doigts travaillaient avec précision, chaque pièce trouvant sa place avec la patience de quelqu'un qui avait tout le temps du monde. « Puis-je m'asseoir » demandai-je, montrant la chaise à côté de lui. Henri me regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Il devait avoir environ 75 ans, cheveux grisonnants bien entretenus, yeux bleus qui brillaient encore d'intelligence. « Bien sûr, dit-il, sa voix révélant un léger accent du Sud. Je suis Henri Dubois. Et vous devez être la nouvelle résidente de la 247. Marguerite Leclerc. Comment le saviez-vous? Ici les nouvelles voyagent vite, sourit-il. Surtout quand quelqu'un arrive avec ses propres enfants le jour de son anniversaire. Les infirmières commentent. Je sentis mon visage rougir. Et vous? Comment êtes-vous arrivé ici? Henri marqua une pause, une pièce du puzzle entre les doigts. Ma femme est morte il y a 2 ans. Cancer. Pendant les derniers mois, je me suis occupée d'elle ici à la maison. Quand elle est partie, j'ai réalisé que je m'étais complètement isolée. Sans amis, sans loisirs, sans but. Mes enfants ont suggéré que je vienne ici temporairement, pour me remettre. Et cela fait combien de temps? 2 ans et demi. La réponse me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Temporairement. Le même mot que Claire et Pierre avaient utilisé. Vous vous êtes adapté? Demandai-je, ma voix plus faible. Henri rit, mais ce n'était pas un rire amer comme celui de Simone. C'était presque serein. Savez-vous, Marguerite, j'ai passé les 6 premiers mois à attendre que quelqu'un vienne me chercher. Ensuite, j'ai passé 6 mois de plus en colère. En colère contre mes enfants, en colère contre moi-même, en colère contre le monde entier. Et après? Après j'ai compris que la vie n'était pas finie juste parce que le décor avait changé. J'ai commencé à donner des cours d'échecs aux autres résidents. J'ai organisé un club de lecture. J'aide Madame Rousseau avec ses lettres à la famille. Elle ne voit pas bien. Il pointa une table dans le coin de la salle, où une dame aux cheveux blancs dictait une lettre à une jeune volontaire. Vous avez créé une nouvelle vie, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Non, corrigea Henri, encastrant une autre pièce dans le puzzle. J'ai découvert que j'avais toujours eu une vie. J'attendais seulement la permission de quelqu'un pour la vivre. Cette nuit-là, allongée dans mon lit étroit, je pensais aux paroles d'Henri. De l'autre côté du rideau, Simone ronflait doucement, un son qui, étrangement, était devenu réconfortant. C'était la preuve que je n'étais pas complètement seule. Je pris mon portable et, pour la 10e fois ce jour-là, pensai à appeler Claire. Mes doigts hésitèrent sur le clavier. Que dirais-je? Bonjour, ma chérie. Je voulais juste savoir comment vous vous adaptiez sans maman dans les parages. Avez-vous déjà décidé si vous allez me rendre visite ou si vous préférez m'oublier complètement? Au lieu de cela, j'ouvris le tiroir de la table de nuit et pris un petit cahier que j'avais apporté avec moi. Un cadeau de Robert des années auparavant que je n'avais jamais utilisé. Sur la première page, j'écrivis « Jour 4. Les jardins de l'espoir aujourd'hui j'ai rencontré Henri, un homme qui m'a enseigné que la vie peut recommencer à 75 ans. J'ai aussi rencontré Simone, qui m'a enseigné que le cynisme peut être une forme de protection. Et moi? Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même? J'apprends qu'attendre les autres est une forme de prison. Et que peut-être, juste peut-être, c'est ma chance de découvrir qui je suis quand je ne suis pas la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la grand-mère de quelqu'un. Peut-être est-il temps d'être simplement Marguerite. Je fermai le cahier et regardai par la fenêtre. Le parking était vide, éclairé seulement par quelques lampes. Il n'y avait pas de voiture arrivant ou partant. Seulement le silence et la promesse d'un nouveau jour. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai pu dormir sans rêver de la sonnerie du téléphone. La lettre arriva un jeudi pluvieux de novembre, remise par Madame Beaumont, la réceptionniste qui souriait toujours avec les yeux mais jamais avec la bouche. Je reconnus immédiatement l'écriture de Claire, cette calligraphie soignée qu'elle avait développée à l'école primaire et n'avait jamais changé, chaque lettre formée avec. La précision de quelqu'un qui croit que l'apparence des mots est aussi importante que leur signification. Mon cœur s'accéléra tandis que je tenais l'enveloppe, assise dans le fauteuil de la salle commune. C'était la première correspondance que je recevais depuis mon arrivée. Jusqu'alors, le silence avait été assourdissant, aucun appel, aucune visite, aucun signe que j'existais encore dans la vie de mes enfants. Simone, qui tricotait à côté de moi une couverture bleu clair qu'elle insistait être pour quelqu'un de spécial, sans jamais révéler qui,
regarda par-dessus ses lunettes de lecture qui glissaient toujours sur son nez. Enfin, murmura-t-elle, ses aiguilles à tricoter faisant un bruit rythmé contre le tissu. Il était temps. Ces mots portaient ce ton pragmatique que j'avais appris à interpréter comme de l'affection déguisée. Simone avait une façon particulière de montrer son affection, à travers des observations apparemment cyniques qui, en réalité, révélaient combien elle prêtait attention aux détails de la vie des autres. J'ouvris l'enveloppe avec des doigts tremblants, remarquant que le papier était du type que Claire utilisait pour les correspondances importantes, crème, avec une texture légèrement rugueuse. Une seule feuille, pliée avec une précision militaire. Chère maman, nous espérons que tu t'adaptes bien au nouveau milieu. Les enfants ont demandé de tes nouvelles dimanche dernier pendant le déjeuner. Nous avons dit que tu te reposes et prends soin de toi, profitant pour te détendre après tant d'années à prendre soin de nous tous. Nous voulions t'informer de quelques décisions pratiques que nous avons dû prendre. La maison est mise en vente. L'agent immobilier de l'agence immobilière Durand a dit que le marché est particulièrement bon pour les maisons historiques du Vieux-Lyon, surtout avec la vue sur la Saône. Ne t'inquiète pas pour tes affaires. Nous avons soigneusement séparé ce que nous pensions être important pour toi et donné le reste à Emmaüs. Je suis sûre que tu comprendrais la nécessité de simplifier. Pierre s'est occupé de tous les aspects légaux. Le notaire a dit que tout était en ordre. Nous viendrons te voir bientôt, dès que nous pourrons organiser notre emploi du temps. Avec amour, Claire et Pierre PS. Nous avons trouvé tes économies dans la boîte à biscuits bleus de la cuisine, celle que tu disais toujours être ton coffre secret. Nous avons tout déposé dans un compte spécial que nous gérerons pour tes besoins ici à la résidence. C'est plus sûr ainsi. Je lus la lettre 3 fois avant que les mots ne pénètrent vraiment, comme si mon cerveau refusait de traiter l'ampleur de ce qui était communiqué. Chaque relecture révélait une nouvelle couche de dévastation soigneusement emballée dans un langage poli. Ma maison, notre maison, où Robert et moi avions planté le rosier qui fleurissait chaque été, où j'avais appris à Claire à faire des crêpes le dimanche matin, où j'avais consolé Pierre quand il revenait de l'école avec le genou écorché, était vendue. Pas serait vendu ou pourrait être vendu. Était vendu, présent, décision prise. Mais affaire, 40 ans de souvenirs soigneusement collectionnés, chaque objet avec son histoire, chaque tiroir organisé avec amour, avait été réduite à 2 catégories, important pour toi et reste pour le don. Comme si toute une vie pouvait être classifiée si simplement. Et mes économies. Ah, mes petites économies. Chaque pièce gardée centime par centime, chaque billet caché dans la boîte à biscuits bleus qui avait été un cadeau d'anniversaire de Robert des années auparavant. Argent que je gardais non par avarice, mais pour l'indépendance. Pour de petits cadeaux pour les petits-enfants, pour les urgences, pour le sentiment de sécurité qui vient de savoir qu'on peut prendre soin de soi-même. Maintenant tout était en sécurité, dans un compte qu'il gérait. Pour mes besoins. Comme si j'étais une enfant incapable d'administrer mon propre argent. Mauvaise nouvelle, demanda Henri, qui s'était approché silencieusement, portant 2 tasses de café. Il avait ce don d'apparaître au bon moment, comme s'il possédait un radar émotionnel particulièrement sensible. Je lui tendis la lettre sans dire un mot, incapable d'articuler la tempête d'émotions qui m'assaillait. Il lut en silence, son expression devenant plus sombre à chaque ligne, les muscles de sa mâchoire se contractant légèrement. « Ils sont efficaces », commenta-t-il finalement, me rendant le papier avec le soin de quelqu'un qui manipule quelque chose de fragile. 3 semaines pour effacer toute une vie. Efficace. Le mot résonna dans mon esprit. Oui, mes enfants avaient toujours été efficaces. Claire, avec ses listes organisées et sa planification méthodique. Pierre, avec son approche pratique et sa capacité à résoudre les problèmes rapidement. Des qualités que j'avais admirées, cultivées, encouragées quand ils étaient petits. Je n'avais jamais imaginé que cette efficacité serait un jour tournée contre moi. Ils ont dit que c'était temporaire, murmurai-je, ma voix presque inaudible, comme si parler trop fort pouvait rendre la réalité encore plus réelle. Marguerite, interrompit Simone, lâchant son tricot et me fixant avec cette franchise brutale qui était sa marque de fabrique. Ma chérie, quand quelqu'un vend votre maison et donne vos biens, il ne planifie pas votre retour. Il planifie votre oubli. La vérité me frappa comme une vague glacée de la mer de Marseille en hiver. J'avais été naïve, nourrissant de faux espoirs que mes enfants réaliseraient qu'ils avaient commis une erreur, qu'ils ressentiraient mon absence, qu'ils viendraient me chercher dans quelques semaines avec des excuses et des promesses que tout redeviendrait normal. Mais la lettre montrait clairement qu'ils n'attendaient pas mon retour.
Ils organisaient leur vie comme si j'étais déjà morte. Pire encore, comme si je n'avais jamais existé comme personne indépendante, seulement comme une responsabilité dont ils s'étaient finalement débarrassés. Cette nuit-là, assise au petit bureau de ma chambre, un meuble simple en bois clair qui contrastait avec l'ancien bureau en chêne que Robert m'avait offert comme cadeau de mariage, j'écrivis ma première lettre de réponse. Chers Claire et Pierre, j'ai reçu votre lettre aujourd'hui, et je dois dire que j'ai été impressionné par l'efficacité avec laquelle vous avez réussi à résoudre tant de questions pratiques en si peu de temps. L'organisation est vraiment admirable, surtout en considérant que vous avez réussi à prendre toutes ces décisions importantes sur ma vie sans vous donner la peine de me consulter. J'aimerais savoir si, parmi les choses importantes que vous avez si soigneusement séparées, vous avez inclus l'album photo de notre mariage, celui avec la couverture en velours bordeaux que je feuilletais chaque fois que votre père me manquait. Ou les lettres que vous m'avez écrites quand vous étiez petit et passiez les vacances chez tante Margot en Provence. Surtout celle où Pierre, à 7 ans, a dessiné notre famille comme des bâtonnets et écrit « J'aime ma maman » en lettres tordues. Ou encore la montre de votre père, cet oméga qu'il portait tous les jours pour aller au bureau et que je gardais en souvenir du son qu'elle faisait à son poignet. J'aimerais aussi comprendre exactement ce que vous avez dit aux enfants. Que grand-mère se repose. Euphémisme intéressant pour abandon. Emma et Louis ont assez grandi pour mériter la vérité, ne trouvez-vous pas? Ou préférez-vous qu'ils croient que les grand-mères disparaissent simplement quand elles deviennent gênantes? Concernant la visite que vous avez promis bientôt, ne vous sentez pas obligé. Je réalise que vous avez déjà continué avec vos vies organisées et efficaces. Je ne voudrais pas déranger cette nouvelle routine avec des souvenirs inutiles du passé. Avec toute la sincérité que cette situation mérite, Marguerite PS. La prochaine fois que vous aurez besoin d'accéder à mes économies, argent que, soit dit en passant, j'ai gagné en travaillant pendant 40 ans comme secrétaire avant de me consacrer entièrement à prendre soin de la famille, vous pourriez peut-être démontrer la courtoisie de base de demander d'abord. C'est une question d'éducation et de respect, des concepts que j'étais sûre de vous avoir enseignés. Mais je n'envoyais pas la lettre. Je la pliai soigneusement et la rangeai dans le tiroir du bureau, avec une collection croissante de pensées que je n'avais pas le courage d'exprimer. Il était plus facile de garder la douleur que d'affronter la possibilité qu'il ne se soucie tout simplement pas de ce que j'avais à dire. Dans les jours qui suivirent, l'écriture devint mon rituel nocturne. Chaque soir, après le dîner dans la salle commune, où nous parlions du temps, des feuilletons à la télévision, de tout sauf de nos enfants absents, je me retirais dans ma chambre et j'écrivais. Des lettres furieuses, où je libérais toute la rancœur accumulée. Comment arrivez-vous à dormir la nuit, sachant que vous avez abandonné votre propre mère comme si elle était un vieux meuble qui ne sert plus? Comment expliquez-vous à vos enfants que la famille se débarrasse simplement des membres gênants? Des lettres tristes, où j'implorais la compréhension. Je comprends que s'occuper d'une mère âgée soit difficile. Je comprends que vous ayez vos propres vies, vos propres préoccupations. Mais pourquoi n'avez-vous pas parlé avec moi? Pourquoi ne m'avez-vous pas donné la chance de participer à la décision sur ma propre vie? Des lettres nostalgiques, où je me souvenais de moments heureux. Vous souvenez-vous des dimanches où nous faisions des crêpes tous ensemble? Claire voulait toujours faire sauter la pâte en l'air comme je le faisais, et Pierre insistait pour manger la première avec du sucre et du citron. Ces souvenirs sont-ils encore réels pour vous? Ou sont-ils devenus seulement des photographies poussiéreuses dans une boîte? Des lettres désespérées, où j'offrais n'importe quoi pour retrouver ma vie. Si la maison est trop grande, je peux vendre et acheter un appartement plus petit. Si c'est trop de travail de s'occuper de moi, je peux engager une employée de maison. Si j'oublie certaines choses, je peux faire une liste, utiliser des rappels sur le téléphone. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire pour redevenir partie de la famille. Chaque lettre était un exercice de catharsis et de torture à la fois. Écrire me permettait d'organiser mes pensées, de donner un nom aux émotions qui m'étouffaient pendant la journée. Mais cela me forçait aussi à affronter l'ampleur de ma perte, à accepter qu'il n'y ait peut-être rien que je puisse faire pour changer la situation. Ce fut un matin particulièrement gris de décembre qu'Henri me trouva dans la salle d'activité, entouré de papiers froissés et taché de larmes. J'avais passé l'aube à écrire et réécrire la même lettre, essayant de trouver les mots justes pour faire comprendre à mes enfants ce qu'ils m'avaient fait. « Vous écrivez vos mémoires » demanda-t-il, s'asseyant à côté de moi avec la naturalité de quelqu'un qui connaissait déjà bien mes rituels. « J'écris des lettres que je n'enverrai jamais, » répondis-je, ma voix rauque de fatigue. Le printemps arriva plus tôt cette année-là, apportant avec lui une explosion de couleurs qui transforma le petit jardin des Jardins de l'Espoir en un spectacle de vie renouvelée. À l'extérieur de la fenêtre de la salle d'activité, les cerisiers qui étaient restés nus et apparemment morts tout l'hiver se couvraient maintenant de fleurs roses qui dansaient avec la brise douce de mars.
J'étais assise à ma table habituelle, celle près de la fenêtre, où la lumière naturelle était meilleure pour écrire, entourée de papiers qui n'étaient plus des lettres non envoyées de défoulement. C'étaient les pages d'une histoire. Mon histoire, mais aussi l'histoire de toutes les femmes qui s'étaient un jour trouvées réduites à un inconvénient silencieux dans leur propre vie. 327 pages d'un récit qui avait commencé comme un moyen d'organiser ma douleur et s'était transformé en quelque chose que je n'avais jamais imaginé être capable de créer. Les jardins secrets, le titre m'était venu lors d'une nuit d'insomnie, quand j'avais réalisé que nous tous, résidents de cette institution, portions des jardins intérieurs que personne d'autre ne pouvait voir. Marguerite. La voix de l'infirmière Isabelle m'interrompit. Elle était l'une des rares employées qui avait appris à m'appeler par mon nom complet, respectant mon insistance que « Madame Leclerc » me faisait me sentir plus vieille que je n'étais disposée à me sentir. « Vous avez de la visite. » Mon cœur fit un bond involontaire. 6 mois de conditionnement émotionnel ne s'effacent pas facilement. Pendant tout ce temps, j'avais maintenu une petite flamme d'espoir que Claire et Pierre apparaissent, non pour me ramener, mais pour au moins essayer de comprendre qui j'étais devenue. Mais quand je regardais vers l'entrée de la salle, ce n'étaient pas mes enfants qui étaient là. C'était une jeune femme, peut-être dans les 35 ans, avec des cheveux châtains ondulés attachés en un chignon décontracté et des yeux verts brillants qui irradiaient une énergie contagieuse. Elle portait un blazer bleu marine sur un chemisier blanc, professionnel mais pas intimidant. À côté d'elle, un homme un peu plus âgé tenait un appareil photo professionnel et souriait avec la timidité caractéristique de ceux qui travaillent plus confortablement derrière l'objectif. « Madame Leclerc ?» La femme s'approcha en tendant la main avec un sourire authentique. « Je suis Marie Durand, des éditions Flammarion. Nous avons reçu votre manuscrit. » Mon manuscrit. Il y a 3 semaines, Henri m'avait convaincu de faire quelque chose que je n'avais jamais pensé avoir le courage d'essayer. « Qu'avez-vous à perdre ?» avait-il demandé, tandis que nous regardions Madame Dubois emballer soigneusement un de ses tableaux pour l'envoyer à une galerie. « Ah, par la peur. » La peur. Oui, il y avait beaucoup de peur. Peur d'être rejetée, peur de découvrir que mon travail n'était pas assez bon, peur de m'exposer de manière si vulnérable. Mais il y avait quelque chose de plus grand que la peur, le besoin de donner une voix à ces pages qui étaient devenues ma raison de vivre. « Nous aimerions beaucoup parler avec vous de la publication », continua Marie, ses yeux parcourant rapidement la salle d'activité, observant les autres résidents dans leurs activités quotidiennes. « Et si vous êtes d'accord, mon collègue Antoine aimerait prendre quelques photos pour la 4e de couverture et le matériel de promotion. » Je sentis mes jambes trembler, non pas à cause de l'âge, mais de l'ampleur de ce qui se passait. À 73 ans. J'étais sur le point de devenir une auteure publiée. La petite fille qui rêvait d'être journaliste des décennies auparavant trouvait enfin sa voix à travers les mots. « Vous avez réussi », murmura Simone, qui tricotait dans le fauteuil à côté. Sa dernière création était une écharpe rayée en ton vert et doré, couleur qui lui rappelait, disait-elle, la Provence de sa jeunesse. Sa voix, normalement âpre, sonnait chargée d'une fierté maternelle qui me toucha profondément. « Vous avez vraiment réussi, ma chérie. » La conversation avec Marie et Antoine dura presque 3 heures, s'étendant dans l'après-midi comme une révélation constante de possibilités que je n'avais jamais considérées. Assis dans une petite salle de réunion que l'administration de la résidence utilisait habituellement pour les rencontres avec les familles, nous discutâmes non seulement de la publication de mon livre, mais d'une vision beaucoup plus large. « Il y a une demande croissante pour des récits authentiques sur le vieillissement », expliqua Marie, feuilletant les pages de mon manuscrit avec le soin de quelqu'un qui manipule quelque chose de précieux. Mais pas les histoires mélancoliques typiques sur le déclin et la perte. Les gens veulent lire sur la réinvention, sur les secondes chances, sur la découverte que la vie peut avoir de nombreux actes différents. Elle s'arrêta sur une page où j'avais décrit ma première rencontre avec Henri et son puzzle éternel. Ce passage ici, où vous comparez la vie à un puzzle où les pièces changent de forme à mesure que nous vieillissons, mais l'image finale peut être encore plus belle, c'est exactement ce que nous cherchons. Antoine, pendant ce temps, avait commencé à photographier discrètement. Pas de pose forcée ou de sourire artificiel, mais des moments authentiques. Moi expliquant un passage particulièrement important, mon visage s'illuminant quand je parlais de la transformation des autres résidents, mes mains gesticulant pendant que je racontais comment l'écriture était devenue mon salut. « Nous voulons proposer quelque chose de plus ambitieux », continua Marie. « Non seulement la publication des Jardins secrets, mais toute une collection. Voix d'argent. Une série de livres écrits par des personnes du 3e âge, racontant leurs histoires de réinvention et de découverte. » Elle ouvrit un dossier et montra quelques esquisses de couverture,
proposition de design, un plan éditorial complet. Vous seriez notre auteur principal, l'ambassadrice de la collection. Votre livre serait le premier, définissant le ton pour tous les autres. Nous parlons de séances de dédicaces, conférences dans les bibliothèques et universités, participation à des émissions de télévision. La tête me tournait avec les possibilités. Conférences, émissions de télévision? Moi, qui il y a 6 mois était vu par ma propre famille comme un inconvénient à résoudre. Il y a aussi un intérêt international, ajouta Antoine, montrant quelques photos qu'il avait prises. Des éditeurs en Belgique et en Suisse ont déjà manifesté leur intérêt. Et il y a une société de production de documentaires qui veut raconter votre histoire. Quand ils partirent finalement, me laissant un contrat de publication à examiner et un dossier plein de possibilités qui semblaient sorties d'un rêve, je restais assise dans la salle d'activité pendant longtemps, essayant de traiter ce qui s'était passé. Henri s'approcha silencieusement et s'assit à côté de moi, sa présence réconfortante comme toujours. Et alors, comment vous sentez-vous d'être une écrivaine célèbre? Je ne suis pas encore célèbre, ris-je, surprise de pouvoir rire dans un moment de tant d'émotion. Et je ne le serai peut-être jamais. Mais savez-vous ce qui est étrange? Cela ne me dérange pas. Non. Je regardais autour de la salle, observant la vie quotidienne qui était devenue si précieuse pour moi. Madame Rousseau dictant une lettre à une jeune volontaire, ses mots soigneusement choisis pour transmettre exactement la bonne émotion. Madame Dubois montrant sa nouvelle peinture, un portrait impressionniste de notre jardin, à un groupe de visiteurs qui l'écoutaient avec une admiration genuine. Simone, bien sûr, faisant semblant de ne pas prêter attention à notre conversation tout en comptant les mailles de son tricot, mais je savais qu'elle était fière. Ces derniers mois, elle était devenue ma première lectrice, écoutant patiemment chaque chapitre au fur et à mesure que je les terminais, offrant des suggestions avec sa franchise caractéristique. Pendant toute ma vie, commençai-je, organisant mes pensées, j'ai défini mon importance à travers ce que je signifiais pour d'autres personnes. J'étais une bonne épouse parce que Robert me disait que je l'étais. J'étais une bonne mère parce que Claire et Pierre dépendaient de moi. J'étais une bonne grand-mère parce qu'Emma et Louis souriaient quand je faisais des crêpes. Je marquai une pause, prenant une des pages du manuscrit qui était restée sur la table. Ma valeur était toujours liée à combien les autres avaient besoin de moi. Quand Robert est mort, j'ai perdu une partie de qui j'étais. Quand mes enfants m'ont amené ici, j'ai perdu une autre partie. Henri resta silencieux, respectant le rythme de ma réflexion. Mais ici, dans cet endroit qui devait être ma fin, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais su qui existait. J'ai de la valeur pour qui je suis, pas seulement pour ce que je fais pour les autres. Les mots sortaient avec une clarté qui me surprenait. C'était comme si, en verbalisant ces pensées, je comprenais enfin mon propre voyage. L'écriture m'a donné cela. Pas la validation externe, bien qu'il soit merveilleux de savoir que d'autres personnes veulent lire mon histoire, mais la validation interne. La certitude que je suis une personne intéressante, avec des pensées valables et des expériences qui valent la peine d'être partagées. À ce moment-là, comme si l'univers avait un sens du timing cinématographique, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je reconnaissais, mais que je n'avais pas vu depuis des mois. Claire. Je regardai Henri, qui fit un geste d'encouragement pour que je réponde. Je respirai profondément, me préparant à une conversation que j'avais répétée mentalement des centaines de fois. Allô? Maman. La voix de ma fille sonnait hésitante, presque timide. C'était étrange d'entendre de l'insécurité dans la voix de quelqu'un qui avait toujours été si décidé. Comment vas-tu? Je vais bien, Claire. Très bien, en fait. Et toi? Comment vont tous les autres? Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Je pouvais entendre le bruit de fond, télévision, peut-être des voix d'enfants, sons de la vie quotidienne qui avaient un jour fait partie de ma routine. Nous, eh bien, nous avons appris que tu as écrit un livre. Ah, c'était donc ça. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle leur était parvenue. Lyon n'est pas une petite ville, mais le monde littéraire français peut être étonnamment connecté. Peut-être quelqu'un de la maison d'édition avait-il mentionné, peut-être une connaissance commune avait-elle vu mon nom sur une liste de prochaines publications. J'en ai écrit un, oui, répondis-je simplement, décidant de ne pas faciliter la conversation. S'il voulait savoir sur ma nouvelle vie, il devrait montrer un intérêt authentique. Un livre sur nous? Sur ce qui s'est passé? J'entendis l'anxiété dans sa voix.
L'inquiétude sur la façon dont il apparaîtrait dans l'histoire, sur ce que les gens penseraient, sur la façon dont leur réputation pourrait être affectée. C'était exactement la réaction que j'avais anticipée. C'est un livre sur moi, Claire. Sur une femme qui a découvert qu'il est possible de fleurir à n'importe quelle saison de la vie, dans n'importe quelle circonstance. Mais tu parles de nous? Je parle de mon expérience. De ce que j'ai ressenti, de comment j'ai géré les changements, de ce que j'ai appris. Il y eut un autre long silence. Je pouvais imaginer Claire de l'autre côté, essayant de calculer les dommages potentiels, pensant à comment gérer la situation. Maman, nous voulions expliquer. Ce n'est pas nécessaire, interrompis-je gentiment, mais avec fermeté. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux à l'époque. Je comprends cela. Et j'ai fait ce que j'ai pensé être le mieux pour moi après cela. Mais nous n'avons jamais voulu que tu te sentes abandonnée. Claire, dis-je, regardant par la fenêtre le jardin où quelques résidents se promenaient en profitant du soleil de l'après-midi, ce que vous vouliez ou ne vouliez pas ne change pas ce qui s'est passé. Cela ne change pas ce que j'ai ressenti. Mais cela ne définit pas non plus qui je suis devenue. Pouvons-nous venir te voir? La question vint après une autre pause, et je pouvais entendre la vulnérabilité dans la voix de ma fille. Amener les enfants? Ils ont demandé de tes nouvelles. Je fermai les yeux un moment. C'était la question que j'avais attendue pendant 6 mois. La question qui, dans mes moments les plus solitaires, j'avais silencieusement supplié qu'il pose. La question qui avait été le centre de tant de lettres non envoyées. Mais maintenant, en l'entendant finalement, je réalisais que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Ce n'était plus à propos de ce qu'ils pourraient me donner, attention, validation, le sentiment d'être nécessaire. C'était à propos de ce que je choisissais de partager avec eux. Bien sûr, répondis-je, et ma voix était ferme, sans le tremblement de besoin désespéré qu'elle aurait eu des mois auparavant. Vous êtes toujours les bienvenus. Peut-être dimanche prochain? Après le déjeuner? Dimanche, c'est bien. Mais Claire? Oui. Venez parce que vous voulez connaître qui je suis devenue, pas pour essayer de me convaincre de redevenir qui j'étais. Je raccrochai le téléphone et restai assise quelques minutes, traitant la conversation. Henri observait discrètement, respectant mon espace émotionnel mais prêt à offrir du soutien si nécessaire. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il finalement. « Différemment de ce que j'imaginais, » répondis-je honnêtement. Pendant des mois, j'ai rêvé de cet appel. J'imaginais que je me sentirais soulagée, vengée, validée. Mais en réalité, je me suis sentie en paix. En paix. Je n'ai plus besoin de leur approbation pour savoir que j'ai de la valeur. Je n'ai plus besoin qu'ils me voient comme importante pour me sentir importante. Simone, qui avait évidemment tout entendu, lâcha son tricot et se tourna vers nous. Cela signifie-t-il que tu as pardonné? Je réfléchis soigneusement avant de répondre. Cela signifie que j'ai continué ma route. Pardon est un mot compliqué. Il implique qu'il y a eu une offense qui doit être absoute. Mais peut-être n'était-ce pas à propos d'offense. Peut-être était-ce à propos de personnes différentes avec des besoins différents prenant des décisions qui avaient du sens pour elles à l'époque. Je pris une des pages du manuscrit, où j'avais écrit sur cette exacte réflexion. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour tout le monde, y compris pour moi, même si je n'étais pas d'accord. Et j'ai fait ce qui était le mieux pour moi après cela. Personne n'est le méchant dans cette histoire. Le dimanche arriva avec un ciel bleu cristallin et une brise douce qui faisait danser gentiment les rideaux de la salle de visite. J'avais choisi ma tenue soigneusement, non pour impressionner, mais pour me sentir à l'aise. Une robe bleu marine qu'Henri avait dit qu'elle faisait ressortir mes yeux, un cardigan en laine douce que Simone avait tricoté pour moi, des chaussures basses mais élégantes. La salle de visite avait été décorée ces dernières semaines avec quelques-unes des peintures de Madame Dubois et des photographies de notre voyage à Paris. Oui, nous étions allés à Paris. Une excursion organisée par la résidence qui était devenue l'une des expériences les plus marquantes de ces dernières années. Quand j'entendis des voix familières dans le couloir, mon cœur s'accéléra légèrement, mais pas avec l'anxiété désespérée d'avant. C'était plus une curiosité anticipatrice, comme quand on s'apprête à regarder un film qui peut être bon ou mauvais, mais qui sera certainement intéressant. Claire entra la première, ses yeux parcourant rapidement l'environnement. Elle était plus mince, remarquai-je, et il y avait quelques lignes nouvelles autour des yeux qui parlaient d'inquiétude et de fatigue.
Pierre vint juste derrière, portant un bouquet de fleurs, des marguerites, bien sûr, à cause de mon nom. Un geste doux qui me toucha. Mais ce furent Emma et Louis qui m'émurent vraiment. Emma, maintenant âgée de 13 ans, avait tellement grandi que je la reconnus à peine. Ses cheveux étaient plus foncés, coupés dans un style moderne, et elle portait ce mélange de timidité et de curiosité typique de l'adolescence. Louis, à 10 ans, avait encore beaucoup du garçon dont je me souvenais, mais il y avait une nouvelle gravité sur son visage. « Bonjour, grand-mère », dit Emma, utilisant le français formel que Claire avait évidemment enseigné. Mais ensuite, avec une impulsion qui sembla surprendre sa propre mère, elle s'approcha et me donna une étreinte authentique. « Tu nous as manqué. » Louis suivit l'exemple de sa sœur, mais avec la réserve caractéristique des garçons de son âge. Nous nous assîmes à une table ronde près de la fenêtre, la même où j'avais l'habitude de prendre le café avec Henri les matins pluvieux. La conversation commença hésitante, pleine de pauses gênantes et de sujets sûrs, le temps, le jardin, comment je me sentais. Ce fut Emma qui brisa le protocole artificiel. « Grand-mère, est-ce vrai que tu as écrit un livre sur ta vie ?» Claire lança un regard d'avertissement à sa fille, mais je souris d'encouragement à Emma. « C'est vrai, oui. Pourquoi demandes-tu ? » « Parce que j'aime aussi écrire. Des histoires, principalement. Maman a dit que tu avais toujours été bonne avec les mots, mais je ne le savais pas. Cela me surprit. Dans toutes les années que j'avais passées avec mes petits-enfants, je n'avais jamais mentionné mon ancien rêve d'être journaliste, je n'avais jamais partagé mon amour pour l'écriture. J'avais toujours été la grand-mère qui faisait des crêpes et racontait des histoires sur le grand-père, pas la femme avec ses propres rêves. « Quel genre d'histoire écris-tu » demandai-je, véritablement intéressé. Emma s'anima, sa timidité d'adolescente cédant la place à l'enthousiasme. Des histoires sur des filles qui découvrent qu'elles sont plus fortes qu'elles ne le pensaient. Sur des gens qui semblent ordinaires mais font des choses extraordinaires. Je regardais Claire, qui semblait surprise par la passion de sa fille. Apparemment, c'était aussi une nouveauté pour elle. « J'aimerais en lire quelques-unes, » dis-je à Emma. « Et peut-être aimerais-tu lire des extraits de mon livre. » « Pourrais-je » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Même si c'est sûr, surtout cela. » Elle gesticula vaguement, englobant la résidence, la situation. « Surtout parce que c'est sur tout cela, » répondis-je. Les histoires vraies sont parfois les plus importantes à raconter. Après que les enfants soient partis explorer le jardin avec Pierre, il s'était proposé de « faire un tour » dans une tentative évidente de nous donner de l'intimité. Claire et moi eûmes finalement la conversation qui était en suspens depuis des mois. « Maman » commença-t-elle, ses mains ajustant nerveusement l'anse de son sac. « J'ai besoin que tu saches que nous ne voulions pas que les choses se passent ainsi. »« Comment vouliez-vous qu'elles se passent ?» demandai-je, sans hostilité, mais avec une curiosité authentique. « Nous pensions que ce serait temporaire. Quelques semaines, peut-être un mois, juste le temps que tu t'adaptes et peut-être trouves une meilleure solution. »« Et quand vous avez vendu la maison ?» Claire baissa les yeux. Les factures s'accumulaient. L'entretien, les impôts, et tu oubliais de payer certaines choses. Nous pensions que ce serait plus pratique. Plus pratique pour qui ? La question resta suspendue entre nous. Claire me regarda finalement, et je vis des larmes dans ses yeux. Pour nous, admis-elle. C'était plus pratique pour nous. Et je sais comment cela sonne, mais maman, nous étions désespérés. Tu devenais différente, plus oublieuse, plus têtue, plus isolée. Et la solution était de m'isoler encore plus. Nous ne l'avons pas vu ainsi à l'époque. Nous l'avons vu comme te donner des soins professionnels, des gens qui savaient comment s'occuper des personnes âgées gênantes. Claire tressaillit comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas comme ça que nous pensons à toi. Mais c'est comme ça que vous m'avez traité. Il y eut un long silence. À travers la fenêtre, je pouvais voir Pierre apprendre à Louis à identifier différents types de fleurs dans le jardin, pendant qu'Emma prenait des photos avec son portable. Une scène domestique qui me rappelait des dimanches passés, quand notre famille fonctionnait encore comme une unité. « Tu as raison », dit finalement Claire, sa voix presque un murmure. « Nous t'avons traité comme un problème à résoudre, pas comme une personne avec des sentiments et des droits propres. » Ce fut la première reconnaissance authentique que je reçus d'elle, et je sentis quelque chose en moi se relâcher, pas le pardon,
Exactement, mais une acceptation qu'il était peut-être possible de construire quelque chose de nouveau sur les décombres de ce qui avait été brisé. Claire, dis-je, prenant sa main pour la première fois en des mois. Je comprends que vous étiez effrayée. S'occuper de parents qui vieillissent est difficile, surtout quand vous élevez encore vos propres enfants. Elle serra ma main, ses larmes coulant maintenant librement. Mais la prochaine fois que vous aurez besoin de prendre des décisions sur ma vie, j'aimerais être dans la pièce quand ces décisions seront prises. La prochaine fois. Claire, j'ai 73 ans. Je vais vieillir davantage, je vais devenir plus fragile, je vais avoir besoin de plus de soins. C'est inévitable. Mais comment nous gérons cela? C'est un choix. J'aime vivre ici, déclarai-je, et je vis la surprise sur le visage de Claire. Je sais que cela peut sembler étrange, mais j'ai trouvé une communauté ici, un but, une version de moi-même que je ne savais pas qui existait. Tu ne veux pas rentrer à la maison. Quelle maison, Claire? Vous avez vendu ma maison. Et même si vous ne l'aviez pas vendue, je ne suis plus la même personne qui y vivait. Claire sembla traiter cela lentement. J'ai trouvé quelque chose ici que je n'avais pas avant, l'indépendance dans la dépendance. Oui, j'ai besoin de soins médicaux, de repas préparés, d'une structure de soutien. Mais dans cette structure, j'ai construit une vie qui est mienne. Je pointai une table dans le coin de la salle, où quelques copies de mon manuscrit étaient empilées. J'ai des amis qui m'ont choisi, pas qui sont obligés par le sang de me tolérer. J'ai des projets qui m'enthousiasment. J'ai une routine qui me fait du bien. Alors tu ne nous pardonnes pas? La question me prit par surprise. Je m'attendais à de la rancœur, à des tentatives de me convaincre de revenir, peut-être même à des offres de compensation. Mais pas à cette vulnérabilité brute. Claire, le pardon présuppose que quelqu'un a fait quelque chose de mal intentionnellement. Vous avez fait des choix difficiles dans une situation difficile. Ce n'étaient pas les choix que j'aurais faits, mais je comprends le raisonnement derrière eux. Je respirai profondément avant de continuer. Ce que j'aimerais, c'est une nouvelle dynamique entre nous. Une où vous me voyez comme une personne complète, pas seulement comme une responsabilité. Une où mes opinions sont entendues, même si elles ne sont pas suivies. Et comment ce serait? Des visites régulières, mais sans culpabilité ou obligation. Des conversations réelles sur nos vies, pas seulement des vérifications superficielles sur ma santé. Et qui sait, vous pourriez connaître mes amis ici, comprendre pourquoi cet endroit est devenu spécial pour moi. Claire hocha lentement la tête. Et le livre? Tu vas dire du mal de nous? Je ris, un rire authentique qui la surprit. Ma chérie, le livre n'est pas sur vous. Il est sur moi. Sur une femme qui a découvert que la fin d'une histoire peut en réalité être le commencement d'une autre. 3 mois plus tard, la cérémonie de lancement des Jardins secrets eut lieu à la bibliothèque municipale de Lyon, dans un salon éclairé par de grandes fenêtres qui donnaient vue sur le Rhône. J'étais assise à une table d'honneur, portant la robe bleu foncé qu'Henri m'avait aidé à choisir spécifiquement pour l'occasion, observant un public de près de 200 personnes. Il y avait des journalistes, des éditeurs, d'autres écrivains, mais aussi beaucoup de visages familiers. Simone était au premier rang, fière comme une mère, portant une écharpe neuve qu'elle avait tricotée spécialement pour l'occasion. Henri à côté d'elle, avec un costume qui le faisait paraître 10 ans plus jeune, tenant un bouquet de marguerites à me remettre après la présentation. Madame Dubois avait apporté une aquarelle qu'elle avait peinte spécifiquement pour l'événement, un portrait de moi écrivant dans la salle d'activité, entouré de lumière dorée qu'elle disait représenter l'illumination de l'âme à travers l'art. Et là, à une table près du fond, se trouvaient Claire, Pierre et les enfants. Ils étaient venus, non par obligation, mais par curiosité authentique. Emma tenait une copie du livre que j'avais dédicacé spécialement pour elle. Pour Emma, qui m'a rappelé que l'amour de l'écriture peut être hérité, mais que chaque histoire est unique. Continue à raconter les tiennes. Quand ce fut mon tour de parler, je me levai et regardai le public. 6 mois auparavant, j'étais une femme qui avait été abandonnée le jour de son anniversaire. Aujourd'hui, j'étais une auteure publiée, sur le point de commencer une tournée de conférences, avec des contrats pour 2 livres supplémentaires déjà signés. Ce livre, commençai-je, ma voix ferme et claire, n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui ont été sous-estimés à cause de l'âge, du genre ou des circonstances. C'est sur la différence entre vieillir et dépérir. Je cherchais les visages dans le public,
mes amis des jardins de l'espoir irradiant de fierté, ma famille montrant un mélange de surprise et d'admiration, des étrangers qui étaient venus parce que quelque chose dans le synopsis du livre avait touché leurs propres expériences. Il y a 1 an, j'ai été amenée dans une maison de retraite le jour de mon anniversaire. Ma famille pensait me donner des soins, mais ce que j'ai ressenti était l'abandon. Aujourd'hui, je comprends qu'ils m'ont donné le plus grand cadeau possible, l'opportunité de découvrir qui je suis vraiment. Le public était dans un silence complet, une attention concentrée qui me donna la confiance pour continuer. Mon livre raconte l'histoire d'une femme qui a été considérée comme jetable par la famille, mais qui a choisi de ne pas se jeter elle-même. C'est sur le courage de commencer une nouvelle histoire quand tout le monde pense que la vôtre est déjà terminée. C'est sur la découverte que l'automne de la vie peut être la saison la plus fructueuse de toutes. Les applaudissements furent chaleureux et prolongés. Quand ils se calmèrent, je continuai. Mais principalement, c'est sur l'espoir. Pas l'espoir passif que les choses s'améliorent, mais l'espoir actif de créer quelque chose de mieux avec ce que vous avez. Je regardais directement Claire et Pierre. Les familles se brisent parfois, mais cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas être reconstruites de manière différente et peut-être même plus forte. 6 mois après la sortie du livre, je reçus une lettre. Pas de Claire ou Pierre. Notre relation était maintenant de visites régulières et d'appels téléphoniques hebdomadaires, mais d'une femme nommée Margot, de Marseille. Chère Madame Leclerc, j'ai 68 ans et je viens de lire votre livre. Il y a 3 semaines, mes enfants m'ont suggéré de considérer un déménagement vers une résidence assistée. J'étais terrifiée, sentant que ma vie était finie. Votre histoire m'a donné le courage de voir ce changement non comme une fin, mais comme une possibilité. J'ai visité 3 résidences la semaine dernière. Et au lieu de chercher seulement des soins adéquats, j'ai cherché des opportunités de croissance. J'en ai trouvé une qui offre des ateliers de poterie, quelque chose que j'ai toujours voulu apprendre mais que je n'ai jamais eu le temps. Je vais déménager le mois prochain, non comme une victime des circonstances, mais comme une femme faisant un choix conscient sur son avenir. Merci de m'avoir montré que recommencer n'a pas d'âge. Avec admiration, Margot Beaumont. Cette lettre fut la première de centaines que je reçus dans les mois suivants. Des femmes de toute la France, certaines de Belgique et de Suisse, racontant leurs propres histoires de réinvention inspirées par mon récit. Chacune me rappelait pourquoi il avait été important de raconter mon histoire. Cet après-midi-là, assise dans la salle d'activité des Jardins de l'Espoir, relisant la lettre de Margot, je sentis une présence familière à mes côtés. Henri s'approcha avec 2 tasses de café, notre rituel vespéral habituel. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il, faisant délibérément écho à notre première conversation sur les lettres. « Bonne nouvelle », répondis-je, lui montrant la lettre de Margot. Une personne de plus découvrant qu'il est possible de fleurir à tout âge. Henri lut en silence, un sourire se formant sur ses lèvres. « Vous savez que cela signifie que vous devez écrire un autre livre, n'est-ce pas? Les gens vont vouloir savoir ce qui s'est passé après. » Je regardais autour de la salle qui était devenue mon foyer, mon bureau, mon monde. Simone était à une table proche, enseignant à une nouvelle résidente, Madame Petit, qui était arrivée la semaine précédente, à faire les points de base du tricot. Madame Dubois retouchait une nouvelle peinture, celle-ci représentant le jardin d'automne de la résidence. Madame Rousseau dictait une lettre à sa nièce, ses mots coulant avec la poésie naturelle de quelqu'un qui avait appris à voir le monde à travers d'autres sens. Et il y avait de nouveaux visages, des gens qui arrivaient effrayés et résistants, mais qui découvraient graduellement, comme moi j'avais découvert, qu'une fin peut être un commencement déguisé. « Peut-être », répondis-je à Henri. « Mais d'abord, j'ai quelque chose de plus important à faire. »« Quoi ?» Je pris une feuille de papier blanc et un stylo. Répondre à Margot. Et peut-être commencer un club de correspondance pour les femmes qui traversent des transitions similaires. Henri sourit. L'écrivaine devenant mentor. La femme devenant pompe entre d'autres femmes. Je commençai à écrire. Chère Margot, votre lettre m'a profondément touchée et m'a rappelé pourquoi partager nos histoires est si important. Vous mentionnez le courage. Mais j'aimerais que vous sachiez que vous avez déjà démontré plus de courage que vous n'imaginez en décidant de voir le changement comme une opportunité. La poterie est un art merveilleux. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique à modeler l'argile avec ses propres mains, créer de la beauté à partir de ce qui n'était avant que de la matière informe. C'est une métaphore parfaite pour ce que nous faisons avec nos propres vies. J'aimerais proposer quelque chose. Que diriez-vous de maintenir une correspondance régulière? Vous pouvez me raconter vos découvertes en poterie,
et je peux partager les progrès de mon deuxième livre. Et qui sait, nous pourrions connecter d'autres femmes qui traversent des voyages similaires? La vie m'a enseigné qu'aucune d'entre nous n'a besoin de fleurir seule. Avec affection et admiration mutuelle, Marguerite PS, ma petite fille Emma, qui a 13 ans et aime aussi écrire, a été fascinée par l'idée d'un réseau de grand-mères écrivaines. Peut-être a-t-elle raison, peut-être est-il temps de connecter les générations à travers les mots. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ouvris mon journal, ce même cahier que Robert m'avait donné des années auparavant et que j'avais commencé à utiliser le 4e jour au Jardin de l'Espoir. Les premières pages contenaient encore ces réflexions hésitantes d'une femme essayant de comprendre ce qui était arrivé à sa vie. Maintenant, plus d'1 an plus tard, les pages étaient remplies non seulement de mes propres découvertes, mais d'histoires de mes amis, de fragments de conversations devenus précieux, d'idées pour de nouveaux livres, et de brouillons de lettres aux nombreuses femmes qui faisaient maintenant partie de mon réseau de correspondance. J'écrivis ma dernière entrée, 15 octobre, les Jardins de l'Espoir aujourd'hui, cela fait exactement 1 an et 3 semaines que je suis arrivée ici. Si quelqu'un m'avait dit, ce jour terrible de mon anniversaire, où je serais aujourd'hui, je n'aurais pas cru. Pas seulement les réalisations externes, le livre publié, le prix littéraire, les conférences, la reconnaissance. Mais les réalisations internes, la paix avec moi-même, la certitude que j'ai de la valeur indépendamment de ce que les autres pensent de moi, la capacité de créer des connexions authentiques basées sur le choix mutuel, pas sûr. L'obligation. Claire et Pierre sont venus pour le déjeuner dimanche dernier. Ce n'était pas la visite embarrassante et pleine de culpabilité que je craignais, ni la réconciliation dramatique que j'avais un jour fantasmée. C'était simplement agréable. Nous avons parlé des livres qu'Emma écrit, du travail de Pierre, des projets de Claire pour reprendre les études maintenant que les enfants sont plus indépendants. Ils m'ont raconté leur propre lutte, comme il avait été difficile de prendre la décision de m'amener ici, comme ils s'étaient sentis coupables après, comme ils avaient été surpris et un peu blessés quand ils ont découvert que je florissais ici. C'est drôle comme nous tous portions des versions différentes de la même histoire. Plus important, ils ont demandé sur mon prochain livre. Pas par politesse ou inquiétude sur comment il serait dépeint, mais par intérêt authentique pour mon travail. Pierre a même offert son aide avec la recherche légale pour un chapitre sur les droits des personnes âgées. Henri avait raison depuis le début, la vie peut recommencer autant de fois que nécessaire. Simone avait aussi raison. Le cynisme peut être une forme de protection, mais il n'a pas besoin d'être une prison permanente. Madame Dubois a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir un talent. Madame Rousseau démontre chaque jour que perdre un sens peut aiguiser tous les autres. Et moi? J'ai découvert que l'écrivaine dont je rêvais d'être à 20 ans était encore ici à 74, attendant juste les circonstances appropriées pour émerger. Mes enfants m'ont amené ici pensant qu'ils me donnaient une fin digne, sans savoir qu'ils me donnaient le commencement le plus extraordinaire de ma vie. Les Jardins de l'Espoir font vraiment honneur à leur nom. Pas parce qu'ils offrent l'espoir d'une vie meilleure l'adore, mais parce qu'ils offrent l'opportunité de créer une vie meilleure exactement où vous êtes. Demain, je commence à écrire mon 3e livre. Celui-ci sera sur les connexions, comment nous trouvons notre tribu, notre famille choisie, notre place dans le monde quand tout ce que nous connaissions se transforme. Il sera aussi sur Emma, qui est venue me voir la semaine dernière juste pour parler d'écriture. Sur comment différentes générations peuvent s'inspirer mutuellement quand nous laissons de côté les attentes et embrassons la curiosité. Mais principalement, il sera sur l'espoir. L'espoir actif de créer quelque chose de mieux avec ce que nous avons. L'espoir qui plante des jardins dans un terrain apparemment stérile. L'espoir qui fleurit non pas malgré les difficultés, mais à cause de la force que nous développons en les affrontant. À 74 ans, je ne suis pas à la fin de mon histoire. Je tourne la page vers un nouveau chapitre. Et quel chapitre merveilleux c'est! Certaines portes se ferment derrière nous. Mais il y en a toujours d'autres qui attendent d'être ouvertes devant nous. La question n'est pas si nous sommes prêts à les ouvrir. La question est si nous avons le courage de chercher les poignées. J'ai trouvé les miennes. Et elles m'ont mené à la maison. Je fermai le cahier et regardai par la fenêtre. Le jardin des Jardins de l'Espoir était baigné de la lumière douce de la pleine lune, les plantes automnales créant des ombres dansantes qui semblaient chuchoter des histoires de renouveau. De l'autre côté du rideau, Simone ronflait doucement. Dans le couloir, je pouvais entendre les pas doux de l'infirmière de nuit faisant ses rondes. C'étaient les sons de ma nouvelle vie, de ma famille choisie, de mon vrai foyer. Pour la première fois en plus d'1 an, je m'endormis non pas en rêvant du passé que j'avais perdu, mais de l'avenir qui restait à écrire.
Et ainsi se termine l'histoire de Marguerite, ou plutôt, ainsi commence sa nouvelle vie. En écoutant ces mots finaux, je sens mon cœur réchauffer, et je suis sûre que vous le sentez aussi. Savez-vous, ma chère, partager cette histoire avec moi a été comme partager une étreinte. C'était se rappeler qu'aucune d'entre nous n'est seule dans ce voyage d'être femme, de vieillir, d'être parfois incomprise par sa propre famille. Marguerite a trouvé sa voie à 73 ans. Et vous? Quel âge a votre voix? Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a réveillé quelque chose en vous, un souvenir, un espoir, peut-être même une larme, laissez un like pour que d'autres femmes puissent aussi la trouver. Parce que des histoires comme celle-ci ont besoin d'être racontées, ont besoin de circuler, ont besoin d'arriver à celles qui ont le plus besoin de les entendre. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est pour construire une communauté où nos histoires comptent, où notre sagesse est valorisée, où nous découvrons ensemble que recommencer n'a pas d'âge. Dans les commentaires, dites-moi, avez-vous aussi une histoire de recommencement? Connaissez-vous une femme qui a besoin d'entendre l'histoire de Marguerite? Partagez cette vidéo avec elle. Parfois, une histoire est tout ce dont nous avons besoin pour réaliser que nous sommes plus fortes que nous l'imaginions. Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir partagé avec moi ces moments, ces émotions. Jusqu'à la prochaine histoire, ma chère. Et rappelez-vous, vos jardins secrets méritent aussi de fleurir. Fin, la vraie tragédie n'est pas de vieillir. C'est de vieillir en croyant que votre histoire est déjà terminée. La vraie victoire n'est pas d'éviter la fin. C'est de découvrir que toute conclusion peut être un nouveau commencement, si nous avons le courage de tourner la page. Marguerite Leclerc, Les Jardins secrets.